Le cristal des coupes de champagne résonnait dans le salon du pavillon Ledoyen, ce temple de la gastronomie niché au cœur des Champs-Élysées. Les lustres de baccarat projetaient des éclats dorés sur les robes de soirée des invités, tous issus de la haute société parisienne. C'était une soirée de gala pour célébrer l'anniversaire de la maison de couture Beaumont et Fils, et Marguerite Dubois se tenait là, dans sa robe noire taille 48, espérant se fondre dans l'ombre des colonnes néoclassiques. Elle avait mis 2 heures à se préparer dans son petit appartement du 18e arrondissement, à Montmartre. 2 heures à essayer de dompter ses boucles châtaines, à appliquer son maquillage avec le soin d'une artiste, à glisser ses pieds enflés dans des escarpins qui lui sciaient les chevilles. Tout cela pour lui. Pour Édouard Beaumont, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, le fils du créateur de mode, celui qui lui avait murmuré des promesses dans l'obscurité de leur nuit secrète. Le moment était venu. Édouard se tenait au centre du salon, entouré d'une cour d'admirateurs. Son costume Tom Ford épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds étaient coiffés avec cette négligence étudiée qui caractérisait les hommes de son milieu. Marguerite avait attendu ce moment toute la soirée, celui où il la présenterait enfin à sa famille, où leur relation sortirait de l'ombre. Elle s'approcha, le cœur battant contre sa poitrine généreuse. Les conversations s'étaient tues progressivement. Tous les regards convergeaient vers elle. Elle sentait le poids de ses yeux sur ses hanches larges, sur son double menton qu'elle tentait de dissimuler en gardant la tête haute, sur ses bras potelés que la robe ne parvenait pas à affiner. Édouard, murmura-t-elle en posant doucement sa main sur son bras. Et elle se retourna. Pendant une fraction de seconde, elle vit quelque chose traverser son regard. Était-ce de la panique? De la honte? Puis son visage se figea dans un masque de glace. Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix claire, audible de tous. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Marguerite. Édouard, c'est moi. Marguerite. Un silence de plomb s'abattit sur le salon. Quelqu'un toussa. Une femme gloussa derrière son éventail de dentelle. Édouard la détailla de la tête aux pieds avec un dégoût non dissimulé. Je ne connais aucune Marguerite. Et si je vous connaissais, croyez-vous réellement que je pourrais être vu avec? Il fit un geste vague vers elle, quelqu'un comme vous? Les rires fusèrent. Discret d'abord, puis de plus en plus audible. Marguerite sentit ses joues s'embraser. Ses mains tremblaient. Regardez-la, continua Édouard, encouragé par l'hilarité ambiante. Elle croit vraiment qu'un Beaumont pourrait s'afficher avec une femme de cette corpulence. Ma chère, les illusions ont leurs limites. Sa mère, Véronique Beaumont, glaciale dans son tailleur Chanel, ajouta avec un sourire venimeux, mon pauvre chou, tu attires toutes sortes de créatures, on dirait. Marguerite reculait, trébuchant presque. Les larmes brouillaient sa vision. Elle aperçut son reflet dans l'un des immenses miroirs dorés qui ornaient les murs, une silhouette massive, disgracieuse, au milieu de ses corps élancés et parfaits. Elle était un éléphant dans un magasin de porcelaine, un crapaud dans un bal de princesse. Elle s'enfuit. Traversa le salon sous les regards moqueurs, descendit les marches du pavillon en courant malgré ses talons qui la torturaient, émergea dans la nuit parisienne d'octobre. La pluie avait commencé à tomber, fine et froide, transformant les Champs-Élysées en une toile impressionniste de lumière floue. Marguerite s'effondra sur un banc près du Petit Palais, indifférente à l'eau qui trempait sa robe. Elle sanglotait, les épaules secouées de spasmes incontrôlables. Les passants l'évitaient, gênés par ce spectacle de détresse publique. Paris, la ville lumière, n'avait jamais été aussi sombre. Tout avait commencé 5 ans plus tôt, quand Marguerite Dubois avait débarqué à Paris depuis son village natal de Provence, rempli de rêves et d'ambition. Elle avait brillamment réussi ses études de droit à l'université d'Aix-Marseille et venait d'être recrutée par le prestigieux cabinet d'avocats Moreau et Associés, installé dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré. À l'époque, elle pesait déjà plus que la moyenne, mais cela ne l'avait jamais vraiment complexée en Provence, où les repas généreux et les corps ronds étaient célébrés. Sa mère, une femme aux formes généreuses elle aussi, lui répétait toujours, ma chérie, les hommes aiment avoir de quoi tenir. Mais Paris fut une révélation brutale. Dès son premier jour au cabinet, elle comprit que la capitale française était impitoyable avec les femmes qui ne correspondaient pas à l'idéal de minceur parisienne. Les avocates du cabinet étaient toutes tirées à 4 épingles, minces comme des mannequins, déjeunant de salades sans vinaigrette et d'eau pétillante. Marguerite, elle, ne savait pas résister au charme d'un croissant au beurre le matin, d'un bœuf bourguignon le midi, d'une tarte tatin le soir. Elle mangeait ses émotions, sa solitude, son inadaptation à cette ville qui la jugeait à chaque coin de rue. Elle louait un petit 2 pièces au 5e étage sans ascenseur d'un immeuble haussmannien de la rue Le Pic, à Montmartre.
Chaque soir, après avoir grimpé les marches qui la laissaient essouffler, elle se réfugiait dans son appartement modeste mais coquet, avec vue sur les toits de Paris. Elle s'asseyait près de la fenêtre, un paquet de madeleines à portée de main, et regardait la ville scintiller en contrebas, se sentant exclue de sa beauté. Au travail, les humiliations étaient quotidiennes mais subtiles. Jamais invitée au déjeuner entre collègues. Toujours mise de côté lors des réunions importantes avec les clients. Elle entendait les chuchotements, elle est brillante, dommage qu'elle se laisse aller ainsi. Si elle faisait un effort, elle pourrait être présentable. Maître Moreau lui-même, lors de son évaluation annuelle, lui avait dit avec un paternalisme condescendant, « Marguerite, vous avez un esprit juridique exceptionnel. Mais dans notre profession, l'image compte. Nos clients sont des grands groupes du CAC 40, des fortunes familiales. Ils attendent une certaine présentation. » Elle avait essayé. Mon Dieu, comme elle avait essayé. Les régimes du camp, les programmes Weight Watchers, les abonnements à des salles de sport du 17e arrondissement où elle se sentait observée, jugée. Elle perdait 5 kilos, en reprenait 8. Son métabolisme semblait programmé pour l'échec. Puis il y avait eu les rencontres amoureuses. Les applications de dating où ces photos, soigneusement choisies, ne préparaient jamais suffisamment les hommes à la réalité. Les regards déçus lors des premiers rendez-vous. Les conversations qui s'éteignaient rapidement. Les messages qui restaient sans réponse après qu'elle ait envoyé une photo récente. Un soir de novembre, 2 ans après son arrivée à Paris, elle avait pleuré dans le métro ligne 2, entre Pigalle et Anvers. Un groupe d'adolescents l'avait montré du doigt en riant, « Regarde la baleine. Elle va faire couler le métro. » Personne n'était intervenu. Les Parisiens avaient détourné le regard, mal à l'aise mais silencieux. C'est dans cet état de vulnérabilité absolue qu'elle avait rencontré Édouard Beaumont. C'était lors d'un vernissage dans une galerie d'art contemporain du Marais. Le cabinet l'avait envoyé représenter un client collectionneur. Elle se tenait dans un coin, près du buffet, grignotant des petits fours au saumon, quand il s'était approché. Édouard était éblouissant. Grand, blond, avec ses yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers vous. Il lui avait parlé d'art, de philosophie, de droit. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, quelqu'un la regardait avec intérêt, la traitait comme une personne intelligente et non comme un corps défaillant. Ils avaient échangé leurs numéros. Il l'avait appelée. Invité à dîner dans des restaurants discrets de quartiers périphériques, jamais dans le 6e ou le 8e où il risquait de croiser des connaissances. Elle avait trouvé cela romantique, cette intimité secrète. Elle ne comprenait pas encore quelle était sa honte. Pendant 3 ans, leur relation s'était déroulée dans l'ombre. Il venait chez elle, à Montmartre, tard le soir. Il faisait l'amour avec passion. Il lui murmurait qu'elle était belle, désirable, unique. Puis il partait avant l'aube. Elle ne l'avait jamais rencontré dans son monde à lui. Jamais vu son appartement du 16e arrondissement que son père lui avait offert. Jamais croisé ses amis, sa famille. Quand elle posait des questions, il parlait de discrétion, de complexité familiale, de timing qui n'était pas encore le bon. Elle avait cru. Parce qu'elle voulait croire. Parce que l'amour l'avait rendue aveugle à l'évidence, elle était son secret honteux, son plaisir coupable, la femme qu'on prend dans l'obscurité mais qu'on nie à la lumière du jour. Les semaines qui suivirent l'humiliation au pavillon Ledoyen transformèrent l'existence de Marguerite en un cauchemar éveillé. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans le microcosme du 8e arrondissement parisien. Les grandes familles, les maisons de luxe, les cercles privés, tout le monde connaissait désormais l'anecdote de « la grosse qui s'était crue l'égale d'un Beaumont ». Au cabinet Moreau et Associés, l'atmosphère changea du jour au lendemain. Marguerite découvrit que Véronique Beaumont, la mère d'Édouard, était une cliente importante du cabinet. Elle finançait régulièrement des opérations immobilières de prestige que le cabinet gérait. Un mot d'elle, et Maître Moreau convoqua Marguerite dans son bureau aux Boiseries d'Acajou. « Marguerite » commença-t-il en ajustant ses lunettes en écaille, évitant son regard. « Il est venu à mon attention que vous auriez importuné des membres de la famille Beaumont lors d'un événement privé. » Elle resta sans voix. « Importuné ? Madame Beaumont est une cliente de première importance pour ce cabinet. Elle m'a fait part de son inconfort. Dans ces conditions, je me vois contraint de vous réaffecter. Vous quitterez le département contentieux pour rejoindre les archives au sous-sol. » Les archives. Le placard. L'endroit où l'on envoyait les avocats qu'on voulait pousser vers la sortie. Un bureau sans fenêtre au sous-sol d'un immeuble haussmannien, entre les dossiers poussiéreux et les boîtes d'archives oubliées.
Marguerite descendait donc chaque matin dans ce caveau, sa descente aux enfers personnels, sous les regards narquois de ses collègues. Pendant la pause déjeuner, elle entendait leur conversation qui s'arrêtait net quand elle entrait dans la salle de repos. Un jour, elle avait trouvé une publicité pour Weight Watchers glissée sous sa porte de bureau. Une autre fois, quelqu'un avait laissé un magazine de fitness ouvert sur son bureau, avec un article encerclé au marqueur rouge, « Comment perdre 30 kilos en 3 mois ». Mais le pire était encore à venir. Véronique Beaumont, dans sa cruauté raffinée, organisa un dîner de charité au Bristol Paris, le palace de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le thème ? Lutter contre l'obésité infantile. Et elle fit en sorte que le cabinet Moreau et Associés y soit représenté. Marguerite fut désignée pour y assister. Ce soir-là, sous les lustres du Bristol, vêtue d'une robe bleue qui lui comprimait la taille, Marguerite fut le spectacle involontaire de la soirée. Véronique Beaumont, resplendissante dans un four au Givenchy, la présenta ainsi, « Voici Mademoiselle Dubois, du cabinet Moreau. Un exemple vivant de ce contre quoi nous luttons ce soir. Regardez-la bien, mesdames et messieurs. C'est ce qui arrive quand on manque de discipline et de respect pour son corps. » Les rires fusèrent. Polis, étouffés dans des serviettes en lin, mais audibles. Marguerite sentit les larmes monter mais refusa de leur offrir ce spectacle. Elle se leva, déposant sa serviette sur la table, et quitta le Bristol la tête haute, bien que son cœur soit en miettes. Dans le hall somptueux du palace, elle croisa Édouard. Il descendait le grand escalier, accompagné d'une créature filaire en robe Dior, une mannequin du nom de Célestine qu'elle avait vue dans les pages de Vogue. Il passa à côté d'elle sans un regard, comme si elle était transparente, inexistante. Les jours se transformèrent en semaines. Marguerite maigrissait non pas du poids de son corps, mais de son âme qui se consumait. Elle ne mangeait presque plus, mais son corps semblait s'accrocher à chaque gramme, comme s'il refusait de lui donner la satisfaction de la transformation. Un samedi après-midi de décembre, elle se rendit aux Galeries Lafayette boulevard Haussmann pour s'acheter un manteau d'hiver. Dans le rayon des grandes tailles, au 6e étage, elle tomba nez à nez avec Édouard et Célestine. Ils riaient, complices, essayant des écharpes de cachemire. Édouard la vit. Cette fois, il ne l'ignora pas. Il s'approcha, Célestine accrochée à son bras comme un accessoire de luxe. « Tiens, Marguerite, dit-il avec un sourire cruel. Toujours à la recherche de vêtements à votre taille ? Ils ont un bon rayon camping, au dernier étage. Pour les tantes. » Célestine gloussa, une main devant sa bouche parfaitement maquillée. D'autres clients s'étaient arrêtés, témoins de cette nouvelle humiliation publique. Marguerite ne dit rien. Que pouvait-elle dire ? Elle tourna les talons et quitta les Galeries Lafayette sans avoir acheté quoi que ce soit, marchant dans le froid de décembre sans but précis, les mains enfoncées dans les poches de son vieux manteau trop serré. Elle descendit les grands boulevards jusqu'à la Seine, traversa le Pont-Neuf, s'assit sur les quais près de l'île de la Cité. Les péniches passaient, chargées de touristes qui photographiaient Notre-Dame. Elle observait ces vies qui continuaient, indifférentes à sa douleur, et se demandait combien de temps encore elle pourrait supporter cette existence. Ce soir-là, dans son appartement de Montmartre, elle ouvrit son ordinateur portable et tapa dans Google « Comment disparaître ». Mais au lieu de méthode d'autodestruction, elle tomba sur un article. Un article qui changerait tout point. L'article s'intitulait « Les héritières oubliées de la Provence, comment retrouver votre patrimoine familial ». Il était publié sur le site d'un cabinet généalogiste marseillais. Marguerite, dans un état de semi-conscience, cliqua machinalement. Elle parcourait l'article quand un nom lui sauta aux yeux, Dubois-Lavande. Son nom de famille maternelle. Sa grand-mère, décédée alors que Marguerite n'avait que 8 ans, portait ce nom composé. Simone Dubois-Lavande. Une femme dont on parlait peu dans la famille, comme si son existence était un sujet tabou. Piquée par la curiosité, Marguerite contacta le cabinet généalogiste. 3 jours plus tard, elle recevait un appel. Maître Bertrand Fonvieille, généalogiste successoral, lui demandait de le rencontrer d'urgence à Marseille. Par un matin glacial de janvier, Marguerite prit le TGV à la gare de Lyon. Le trajet de 3 heures lui sembla interminable. Que pouvait lui vouloir ce généalogiste ? Sa famille était modeste, son père avait été instituteur, sa mère infirmière. Il vivait dans une petite maison près d'Aix-en-Provence. Le cabinet Fonvieille occupait un bel immeuble de la Canebière. Maître Fonvieille était un homme entre 2 âges, aux cheveux grisonnants, qui l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Mademoiselle Dubois, je suis heureux que vous ayez pu venir si rapidement.
Il ouvrit un dossier épais posé sur son bureau. Connaissez-vous l'histoire de votre arrière-grand-père, Auguste Lavande? Marguerite secoua la tête. Non, ma grand-mère ne parlait jamais de sa famille. Pour cause. Auguste Lavande était un homme d'affaires brillant. Au début du XXe siècle, il avait créé un empire, parfumerie, champs de lavande, distillerie. Il possédait des terres immenses dans le Luberon et près de Grasse. Le cœur de Marguerite s'accéléra. Mais en 1930, il a eu un différend avec son fils unique, Édouard Lavande, votre grand-père. Celui-ci voulait épouser une femme que la famille jugeait inappropriée. Auguste l'a déshéritée. Votre grand-père est parti avec votre grand-mère Simone, et ils ont vécu modestement. Votre grand-père est mort jeune, dans un accident, laissant Simone et votre mère dans la précarité. Mais quel rapport avec moi? Demanda Marguerite, la gorge serrée. Maître Fonvieille sourit. Auguste Lavande n'a jamais eu d'autres descendants. Il est mort en 1952, amer et seul, léguant sa fortune à une fondation qu'il avait créée, la Fondation Lavande, dédiée à la préservation du patrimoine provençal. Mais voici le détail crucial, les statuts de cette fondation stipulaient que si un descendant direct d'Auguste venait à se manifester avant 2025, il pourrait revendiquer l'héritage. Le bureau sembla tourner autour de Marguerite. Vous êtes en train de me dire que vous êtes l'unique descendante directe d'Auguste Lavande. Et que vous avez droit à l'intégralité de son patrimoine. Il sortit des documents, des actes notariés jaunis. Après avoir pris en compte les investissements, les plus-values immobilières, les revenus de la fondation accumulés pendant 73 ans, votre héritage s'élève à environ 280 millions d'euros. Marguerite crut qu'elle allait s'évanouir. 280 millions d'euros. Elle, qui comptait chaque euro pour payer son loyer. Il y a plus, continua Maître Fonvieille. Vous héritez également du château de Lavande, près de Grasse. 15 hectares de terre, un château du XVIIe siècle classé monument historique, et les champs de lavande toujours en exploitation. Sans compter un hôtel particulier à Paris, rue de Varennes, dans le 7e arrondissement, que la fondation avait conservé. Les semaines suivantes furent un tourbillon administratif. Authentification de documents, passage chez le notaire, procédure juridique. Marguerite utilisa toutes ses compétences d'avocate pour accélérer le processus. Elle ne dit rien à personne au cabinet. Elle continuait à descendre chaque matin dans son bureau du sous-sol, souriant intérieurement. Elle commença par des changements subtils. Elle consulta les meilleurs nutritionnistes privés, non plus pour maigrir pour les autres, mais pour se sentir mieux dans son corps. Elle s'offrit les services d'un coach sportif personnel qui venait à domicile, respectueux et professionnel. Elle acheta des vêtements de créateurs qui flattaient ses courbes au lieu de tenter de les cacher. Mais surtout, elle élabora un plan. Un plan qui rendrait justice à toutes les humiliations subies. En mars, les fonds furent enfin débloqués. Marguerite Dubois n'était plus une avocate humiliée reléguée au sous-sol. Elle était Marguerite Dubois-Lavande, héritière d'un empire provençal, propriétaire d'un château et d'un hôtel particulier parisien. Sa première action fut de racheter discrètement, via des sociétés écrans, l'immeuble haussmannien de la rue du Faubourg Saint-Honoré où se trouvait le cabinet Moreau et Associés. Sa deuxième action fut d'acquérir une participation majoritaire dans la maison de couture Beaumont et Fils, qui traversait des difficultés financières que la famille cachait soigneusement. Elle déménagea de Montmartre vers son hôtel particulier de la rue de Varennes. 4 étages, une cour pavée, des plafonds à caissons peints, des parquets Versailles. Elle engagea une équipe de décorateurs qui respectèrent le patrimoine tout en ajoutant sa touche personnelle. Marguerite n'avait pas maigri de façon spectaculaire. Elle avait perdu peut-être 15 kilos grâce à une alimentation saine et équilibrée, mais elle restait une femme aux formes généreuses. La différence? Elle portait maintenant ses formes avec une assurance royale. Des robes sur mesure de chez Dior, des costumes tailleurs de chez Chanel, des bijoux de chez Cartier. Elle avait appris que le pouvoir et l'argent modifiaient le regard des autres plus sûrement que n'importe quel régime. En avril, elle était prête. Le moment de la révélation était venu. Marguerite organisa ce qu'elle présenta comme un « dîner de bienfaisance » au château de Lavande, près de Grasse. Elle envoya des invitations gravées en lettres d'or à tout le gratin parisien qui l'avait humilié, la famille Beaumont au complet, les associés du cabinet Moreau, les habitués des galas du 8e arrondissement. L'invitation promettait une soirée mémorable et l'annonce d'un projet philanthropique majeur. Le dernier samedi d'avril, les invités convergèrent vers le domaine de Lavande. Leurs voitures de luxe Bentley, Rolls-Royce, Ferrari remontaient l'allée bordée de cyprès centenaires.
Le château se dressait au bout du chemin, magnifique dans la lumière dorée du printemps provençal, entouré de champs de lavande qui commençaient à fleurir, transformant le paysage en mer violette ondulante. Les invités furent accueillis par des serveurs en livrée dans la cour d'honneur pavée. On leur servit du champagne cristal dans des coupes en cristal de baccarat. Personne ne reconnut d'abord la femme qui les accueillait. Marguerite se tenait en haut des marches du perron, resplendissante dans une robe bustier Valentino Bordeaux qui épousait ses courbes avec élégance. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué. Des émeraudes brillaient à son cou et à ses oreilles les bijoux de famille Lavande, récupérés dans un coffre-fort de banque suisse. Elle ne ressemblait plus à la femme brisée qui avait fui le pavillon Ledoyen 5 mois plus tôt. Véronique Beaumont arriva au bras de son fils Édouard, suivi de près par le reste du clan Beaumont. Ils regardèrent autour d'eux avec cette curiosité mêlée d'envie que les riches éprouvent devant la richesse des autres. Qui était donc cette mystérieuse héritière qui les avait conviés? Mesdames, messieurs, commença Marguerite d'une voix claire qui porta dans la cour silencieuse. Bienvenue au château de Lavande. Certains d'entre vous me connaissent déjà, mais permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Marguerite Dubois-Lavande, arrière-petite-fille d'Auguste Lavande, propriétaire de ce domaine et de l'Empire Lavande. Un murmure parcourut l'assemblée. Plusieurs personnes plissaient les yeux, tentant de replacer ce visage. Je vous ai invité ce soir non seulement pour vous présenter mon héritage, mais aussi pour partager une leçon que la vie m'a enseignée ces derniers mois. Elle descendit lentement les marches, son regard balayant l'assemblée. Une leçon sur le respect, la dignité, et le prix de la cruauté. Elle s'arrêta devant Véronique Beaumont dont le visage avait perdu toutes ses couleurs. La reconnaissance venait de frapper comme la foudre. Madame Beaumont, dit Marguerite avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comme le monde est petit, n'est-ce pas? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au Bristol. Vous vous souvenez? Vous m'aviez présenté comme un exemple vivant de ce contre quoi nous luttons. Le silence était maintenant absolu. Édouard avait reconnu Marguerite et son teint était devenu cendré. J'ai une nouvelle intéressante à partager avec vous, continua Marguerite en sortant un document de son sac Hermès. Voyez-vous, j'ai récemment acquis 51% des parts de la maison Beaumont et Fils. Votre entreprise familiale, madame, traverse des difficultés financières que vous avez soigneusement cachées. Les banques vous ont refusé des prêts. Vous étiez au bord de la faillite. Véronique Beaumont chancela. Son mari, Gérard Beaumont, la rattrapa par le bras. J'ai donc une proposition à vous faire. Je suis prête à injecter les 15 millions d'euros nécessaires pour sauver votre entreprise. À une condition. Elle se tourna vers Édouard. Que votre fils présente publiquement ses excuses pour sa conduite envers moi, et que vous, Madame Beaumont, démissionniez de tous vos conseils d'administration et associations caritatives. Vous ne pouvez pas, balbutia Véronique. Oh, mais si. Je peux. Le sourire de Marguerite était maintenant carnassier. Et j'ai d'autres nouvelles. Maître Moreau, vous êtes là? L'avocat senior émergea de la foule, le teint gris. J'ai racheté votre immeuble, maître. Le bail du cabinet arrive à échéance dans 3 mois. Je ne le renouvellerai pas. À moins, bien sûr, que vous acceptiez de démissionner et de me céder votre part du cabinet. Je pense qu'il est temps d'y introduire une culture d'entreprise basée sur le mérite et non sur l'apparence. Elle se tourna vers l'ensemble des invités qui la fixaient, médusés. Vous voyez, j'ai passé des mois à être humilié pour mon apparence. À être traité comme si mon poids définissait ma valeur en tant que personne. Édouard, elle planta son regard dans celui de son ancien amant, tu m'as fait croire que j'étais aimé. Tu venais dans mon lit, tu profitais de mon corps que tu trouvais si dégoûtant à la lumière du jour, et puis tu me reniais publiquement. Tu m'as détruite. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Édouard. Marguerite, je suis désolé, j'y étais lâche. J'avais peur du jugement. Tu avais peur? La voix de Marguerite monta d'un cran. Et moi? Tu crois que je n'avais pas peur chaque jour? Peur d'être vu, jugé, rejeté? Mais moi, au moins, j'étais honnête. Je t'ai aimé sincèrement. Toi, tu as joué avec mes sentiments tout en me méprisant. Elle prit une profonde inspiration, retrouvant son calme. Mais voici ce que j'ai appris. Je n'avais pas besoin de maigrir pour être aimé. J'avais besoin d'être cruel pour être respecté. Dans votre monde, la gentillesse est perçue comme de la faiblesse. Le pardon comme de la naïveté. Eh bien, j'ai appris la leçon.
Elle se tourna à nouveau vers Véronique Beaumont. Alors, madame? Qu'en dites-vous? Acceptez-vous mes conditions? Véronique, brisée, humiliée devant tout son monde, hocha lentement la tête. Oui, murmura-t-elle. Je ne vous entends pas. Oui, cria presque Véronique. J'accepte. Je démissionne. Édouard? Le jeune homme s'avança, les épaules voûtées. Devant tous ces gens qu'il avait vu humilier Marguerite, il s'agenouilla. Marguerite, je te demande pardon. J'ai été méprisable. Cruel. Lâche. Tu ne méritais rien de ce que je t'ai fait subir. Marguerite le regarda, ce bel homme blond qui l'avait tant fait souffrir, maintenant à genoux devant elle. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction. Juste une immense tristesse pour le temps perdu, pour l'amour gâché. Relève-toi, Édouard, dit-elle doucement. Ta pénitence est accomplie. Elle se tourna vers l'assemblée silencieuse. Le dîner est servi. Je vous invite à découvrir les jardins et le château. Et à méditer sur cette vérité, la vraie beauté ne réside pas dans la minceur d'un corps, mais dans la générosité d'un cœur. J'espère que vous repartirez ce soir en ayant appris quelque chose sur vous-même. Les invités, secoués, commencèrent à se disperser vers les tables dressées dans les jardins. Marguerite resta seule un instant sur les marches du château, regardant le soleil descendre sur les champs de lavande. Elle avait gagné. Elle avait son respect, sa revanche, sa fortune. Mais Édouard avait raison sur un point, la cruauté, même justifiée, laissait un goût amer. 6 mois plus tard, Marguerite Dubois-Lavande inaugurait la Fondation Marguerite pour la dignité corporelle, basée dans son hôtel particulier de la rue de Varennes. La Fondation finançait des programmes d'éducation contre le body shaming, soutenait des recherches sur les troubles alimentaires, et offrait des bourses à des jeunes femmes victimes de discrimination basée sur leur apparence. Elle avait transformé le cabinet Moreau en un cabinet moderne, égalitaire, où le talent primait sur l'apparence. Elle y travaillait encore 2 jours par semaine, refusant de perdre contact avec le droit qui avait été sa première passion. Quant à la maison Beaumont et Fils, elle l'avait restructurée en profondeur, lançant une ligne de prêt-à-porter grande taille qui connut un succès immédiat. Les mannequins des défilés représentaient maintenant toutes les morphologies. Édouard avait quitté Paris. Il vivait maintenant dans le sud, travaillant modestement dans une agence immobilière. Ils échangeaient parfois des emails polis. Il s'était excusé 1000 fois. Elle avait fini par pardonner, non pour lui, mais pour elle-même. Marguerite n'avait jamais retrouvé l'amour. Peut-être était-elle devenue trop méfiante, trop blindée. Mais elle avait trouvé quelque chose de plus précieux, le respect de soi. Un soir d'automne, elle se tenait sur la terrasse de son hôtel particulier, une coupe de champagne à la main, regardant Paris scintiller sous ses pieds. La ville qui l'avait tant fait souffrir était maintenant à ses pieds, littéralement et figurativement. Elle avait appris que le pouvoir ne venait pas de la minceur, mais de la force intérieure. Que le respect ne s'obtenait pas en se conformant aux attentes des autres, mais en s'imposant tel qu'on est. Et surtout, elle avait compris cette vérité paradoxale, elle n'avait jamais eu besoin de maigrir pour être aimée. Mais elle avait effectivement dû devenir cruelle ne serait-ce qu'un instant pour être enfin respectée dans un monde qui ne respectait que la force. C'était une victoire douce amère, mais c'était sa victoire. Fin.